Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de stratégie. Donc aujourd'hui, on est à nouveau avec Conrad. Donc salut Conrad. Bonjour Brieux, salut tout le monde. Donc on va vous parler d'un système d'ouverture allemande qu'on appelle l'Anschluss. Ah, pardonnez-moi pour mon superbe accent allemand de derrière les fagots. Et donc en fait, qui consiste pour l'Allemagne d'assurer un début à 5 centres de l'Autriche pour faire une austro-allemande, en tout cas une coalition centrale des deux pays centraux de la carte. Donc il est assez communément admis que pour l'Allemagne, il est désirable que l'Autriche obtienne un début de partie décent, qu'elle soit en bonne santé pendant au moins le tout début d'une partie de diplomatie. Son but ici va être d'user de son capital diplomatique pour que l'Autriche soit totalement sécurisée sur la première année. Donc l'idée de base pour l'Allemagne, ça va être d'utiliser son pouvoir de négociation envers à la fois le russe et l'italien pour assurer la prise de la Serbie et de la Grèce par l'Autrichien. Donc pour ça, ça va être à la fois de négocier donc avec le russe donc une démilitarisation de la Galicie. Exactement, ouais. L'Allemagne va aller voir, bon, en priorité, son premier message ou sa première conversation va être avec l'Autriche. Et donc, si celle-ci est d'accord pour adopter le système de l'Anschluss, l'Allemagne va donc aller voir la Russie tout de suite après et va lui faire savoir qu'il va lui permettre de prendre le centre en Suède à l'automne de la première année si la Russie consent à un certain nombre de termes. Premièrement, une démilitarisation de la Galicie. Ni Vienne, ni Varsovie n'iront en Galicie au printemps de la première année. Varsovie est libre de faire autre chose. On peut imaginer certains cas de figure où l'Allemagne accepte que la Russie joue Moscou-Saint-Pétersbourg et Varsovie-Ukraine. Dans d'autres cas, elle va plutôt demander à la Russie de tout simplement faire tenir Varsovie, de jouer son habituel Moscou-Ukraine. Et donc cette unité va rester à Varsovie comme si elle avait rebondi avec l'armée de Vienne. Donc le résultat de ça, c'est que l'armée autrichienne à Vienne est donc libre de couvrir Trieste. Donc ces autres coups vont être Budapest-Serbie, Trieste-Albanie, afin d'assurer la prise de Grèce avec un soutien à l'automne. Et donc on empêche une incursion à Trieste de la part de l'Italien au printemps. Dans certains cas, l'Allemagne peut même aller encore plus loin dans la sécurisation de l'Autriche, c'est-à-dire qu'elle va jouer au Tyrol au printemps de la première année, tout en prévenant au préalable l'Italie qu'elle va le faire. Donc, en général, l'Italie va accepter un rebond au Tyrol parce qu'elle n'a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Et donc, voilà, là, ni le coup Venise-Trieste, ni le coup Venise-Tyrol ne pouvant passer, l'Italie va être à peu près, plus ou moins devant le fait accompli. On va lui imposer, entre guillemets, de jouer une position de l'épante classique à 4 centres. Alors l'argument de l'Italie contre ce système, ça va être que la Turquie puisse potentiellement sortir sa flotte de Ankara enneigée, que du coup, ne prenant pas de centre autrichien, ne puisse pas rebondir enneigé et que les pentes soient sévèrement handicapées par la suite. Alors pour contrecarrer ça, l'Allemagne peut imposer un terme supplémentaire à la Russie, qui est que la Russie n'obtiendra pas la Suède s'il n'y a pas un rebond en mer Noire au printemps de la première année. Donc ça va être à la Russie de se débrouiller pour que le rebond ait bien lieu. La Turquie va en général accepter, va pas stabber la Russie en lui permettant de rentrer en mer Noire. Ce serait un stab un petit peu étrange. Oui, surtout pour se retrouver enneigé avec sa flotte, c'est un petit peu douteux comme stab. Et donc, l'Allemagne va également parler à la Turquie en la sécurisant, en lui disant que non, il n'y aura pas de Gambie du Levant, que l'Italie ne va pas prendre un centre à l'Autriche. Voilà. En gros, l'Allemagne va orchestrer un peu toute cette première année au sud-est de la carte, de manière à ce que les choses aillent un peu plus lentement que ce qu'on va habituellement voir dans une partie Blitz. C'est-à-dire que chaque pays va être plus ou moins sécurisé sur le fait qu'elle va pas prendre un désavantage sérieux sur les autres. Après, c'est la question qu'on pourrait se poser, est-ce que la Russie a vraiment un intérêt à accepter ça? Notamment dans le cas où il y a plutôt un Anglais qui va jouer avec le Français, et du coup que l'Allemand aura besoin d'une Russie au nord.
Alors évidemment, la négociation de l'Allemagne doit être fructueuse également de l'autre côté du plateau. Ce qui va nous amener à nous dire que c'est un système qui peut avoir de très bons résultats dans une partie par correspondance, dans une partie par écrit, on va dire, où on peut, entre guillemets, s'adresser à tous ses adversaires à la fois. Dans une partie où le temps est compté, où on n'a qu'une quinzaine de minutes pour négocier avec tout le monde, ça va être beaucoup plus difficile à réaliser. D'autant qu'avec l'Allemagne, bah, on veut pas vraiment que ses premiers interlocuteurs soient l'Autriche, la Russie et l'Italie, parce que pendant ce temps-là, ben, que font, que font la France et l'Allemagne, ben, soit elles se tournent les pouces, soit elles s'entendent entre elles. Donc c'est pas forcément une très bonne chose, mais bon, en même temps, si les joueurs se connaissent, un simple mot peut suffire, hein. On peut simplement dire Anschluss à l'Autriche, il va dire oui. De loin, on va dire Anschluss à la Russie, hocher la tête, et puis on peut s'occuper de sa négo à l'Ouest, hein. Ça peut aller vite comme discussion, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est plus avec la Russie que ça peut être il peut avoir de la négociation un peu plus longue à faire. Ouais, c'est ça. Parler avec le Turc et l'Italien, c'est peut-être un peu effectivement difficile en 15 minutes. Parler avec les quatre autres, ça semble quand même assez jouable, parce que de toute manière, l'Allemand va aller voir la Russie dans près tous les cas de figure. Et il a quand même intérêt à aller voir l'Autriche aussi. Oui, tout à fait. Bon, le truc, c'est que elle doit en discuter en général au début des négociations, quoi, avant que d'autres accords se soient mis en place. Mais voilà. Et pour répondre à ta question, est-ce que la Russie a intérêt à accepter cet ultimatum, entre guillemets? Dans la plupart des cas, je dirais que oui, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant pour elle d'obtenir la Suède que de s'y faire rebondir, hein. Même si elle obtient bon, un ascendant positionnel en entrant en Galicie, bon, ok, des choses qui arrivent, mais on peut aussi coupler ça avec des menaces, hein, on va du coup investir une unité allemande sur le front russe pour secourir l'Autriche qui va avoir pris qui va se retrouver dans une situation d'infériorité par rapport à la Russie. Cette menace-là, couplée à la menace du rebond en Suède, à mon avis, dans la plupart des configurations, donne toutes les raisons à la Russie de l'accepter. Ouais, donc quel serait ton avis là-dessus? Ça paraît faire sens, non? Ouais, non, non, je trouve que ça fait du sens comme négociation. Après, c'est vrai que ça me paraît délicat d'arriver à faire toute la négociation de front avec l'Allemagne. Et c'est vrai que l'intérêt pour l'Allemagne peut paraître assez indirect. Donc ça peut demander pas mal d'investissement de diplomatie en début de partie pour finalement quelque chose qui nous semble un peu pas direct. On n'est pas directement concerné par le fait que l'Autriche fasse 5 centres. Quel est l'intérêt pour l'Allemagne d'avoir une Autriche assez forte? C'est de faire un contre-pouvoir au sud et de maintenir un certain équilibre au sud de la carte. Et ça veut dire qu'au nord, s'il arrive à avoir une position qui se débloque un peu pour lui, il pourra avoir en tout cas une très bonne position sans avoir de menace d'avoir au sud, que ce soit une Turquie ou une Italie ou une Russie qui dévaste complètement les Balkans. Ah, ça, j'ai envie de dire que on a des preuves empiriques en quelque sorte, des parties innombrables où l'Autriche a eu un mauvais début de partie, s'est faite dépecer, et où l'Allemagne s'est pas trouvé dans une position d'être capable de redresser les choses, et s'est pris plus rapidement que d'habitude un front actif avec la Russie. Après, je rajouterais peut-être là-dessus que c'est peut-être d'autant plus pertinent comme système d'ouverture dans des parties sur des durées assez courtes, par exemple sur 7 ans. On a une chance que si tout est bien équilibré, que ça finisse à 7-8 centres pour une victoire, et que du coup, avec l'Allemagne, on sait on a facilement 6-7 centres avec l'Allemagne sans avoir besoin d'écraser un de ses voisins. Tout à fait, ouais. C'est très pertinent ça. Dans les parties à durée limitée, en 7 ans par exemple, l'équilibre des forces est de manière générale très favorable à l'Allemagne. Donc rajoutons simplement que cette stratégie de l'Anschluss par l'Allemagne a été développée et énoncée dans le livre de Richard Sharp, qui a été un petit peu le premier à bien définir les enjeux et intérêts profonds de l'Allemagne, de voir une Autriche en bonne santé. Et donc le livre s'appelle comment? Le jeu de diplomatie, the Game of Diplomacy. Ah, ok. Merci, merci Conrad pour toutes ces explications sur la négociation de l'Allemagne en début de partie d'après Sharp donc. Et on se retrouve du coup tous pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez d'ailleurs de ce petit format, donc un peu plus court de ce qu'on a fait dernièrement. Du coup sur une thématique de stratégie
de négociation, donc d'un pays en particulier, ici l'Allemagne. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça, soit dans les commentaires, soit sur Discord, etc. Vous retrouverez tous les liens en description. À la prochaine.